Merci beaucoup pour la parole. Bonjour. On nous a demandé de parler de dernières avancées scientifiques en ce qui concerne la prise en charge pédiatrique. Alors, pour parler des dernières avancées scientifiques, nous avons voulu parler de l'odyssée de la prise en charge des enfants infectés par le VIH. Parce que pour arriver aux dernières avancées, on doit quand même savoir d'où on est parti. En 2022, d'après l'UNICEF, ce n'est pas U, c'est I, on comptait 310 000 nouvelles infections chez les enfants, donc les personnes âgées entre 0 et 19 ans, et 110 000 enfants qui étaient décédés. Environ la moitié, soit 52%, avaient besoin, environ la moitié seulement de ces enfants qui avaient besoin d'un TAR en bénéficier. Pourquoi? On avait un problème, le manque de formulation pédiatrique appropriée pour les médicaments optimaux. L'accompagnement psychosocial adapté ont été pendant longtemps un obstacle qui empêchait d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants adolescents vivant avec le VIH. L'accompagnement psychosocial, comme on a dit, ça a toujours posé un problème à côté de la prise en charge ou de l'utilisation de molécules ARV. Lorsque nous partons de 2006 pour arriver à 2019 ou 2020, il y a eu une panoplie de molécules antirétrovirales pédiatriques qui ont été mises au point et avec les temps qui ont été abandonnés, tout simplement parce que certaines étaient toxiques. En 2006, on a utilisé l'AZT, 3-TC, nevirapine ou efavirenz, et puis la stavidine, D4T et les autres. Avec le temps, comme nous le savons tous, certaines de ces molécules, comme l'AZT, entraînaient l'anémie, la stavidine avec la lipodystrophie. Avec le temps, on a dû abandonner ces molécules. En 2019, on a changé le traitement thérapeutique, on a préféré mettre les Kaletra. Et en 2013, il y a eu des schémas comme Abacavir, AZT3TC, Kaletra en première ligne, mais ça posait toujours des problèmes, ainsi qu'en 2016. Les Kaletra qu'on utilisait, c'est une molécule puissante comme nous le savons, mais chez les enfants, comme nous le savons, il y avait quand même des petits problèmes. Anciennement, là, on parlait déjà de l'utilisation. Les Kaletra sirop utilisés, à partir de 2 semaines, avaient des petits problèmes. Ça contenait l'alcool. Ça avait un goût très désagréable et il fallait une chaîne de froid pour les conserver. Et une bouteille ouverte pouvait être conservée à une température de 25 degrés pendant au moins 6 semaines. Ça ne marchait pas, nous sommes passés au pellet. Avec le pellet, on pouvait donner qu'à partir de 10 kilos, mais uniquement chez les enfants qui sont capables d'avaler les comprimés entiers. C'est déjà un problème. Certains enfants n'arrivaient pas à avaler des comprimés. Et ensuite, nous avons les comprimés de 100 sur 25 mg. Ce sont des comprimés qui ne pouvaient pas être écrasés, mâchés ou cassés. Donc, cela entraînait également des petits problèmes s'il fallait donner aux enfants qui avaient un faible poids. Donc, bien que les Kaletra avaient ses avantages de pellet, c'est plus efficace que la nevirapine utilisée, avait un goût meilleur qu'avec les Kaletra sirop, et il fallait conseiller aux parents à administrer les pellets avec du lait ou des aliments mous, ce qui est un autre problème. Certains parents n'arrivaient pas à administrer les Kaletra pellets à leurs enfants parce qu'il fallait les donner avec soit du lait ou des aliments mous. Ce qui fait que certains parents abandonnaient carrément le pellet et ne donnaient que
la bacavir et les 3-TC aux enfants. Donc, les enfants étaient sous bithérapie au lieu de trithérapie. Et cela expliquait les problèmes d'échec qu'on avait enregistrés dans le temps, les problèmes d'abandon et pourquoi pas les problèmes de résistance. Là, on était en 2016. En 2018, il fallait réfléchir. Il a fallu des ARV optimisés. Quels ARV utiliser qui pouvaient être faciles pour donner aux enfants? Et là, nous sommes passés aux anti-intégrases. Lorsque nous parlons de l'optimisation du traitement ARV pédiatrique, ARV optimisé veut tout simplement dire des ARV qui puissent être puissants, très efficaces, avec une faible toxicité, et ces ARV doivent également être bien tolérés et faciles à prendre. Lorsque nous comparons aux autres molécules, nous avons vu, ces autres molécules n'avaient pas ces avantages. Et en plus, ces ARV devraient avoir une barrière génétique à la résistance élevée, donc qui pouvait avoir un risque d'échec minimisé, et devaient avoir un coût acceptable. Il n'y avait que les anti-intégrases qui pouvaient répondre à toutes ces qualités que nous avons pu énoncer. Donc, en 2018, nous passons à l'optimisation proprement dite, avec les ARV optimisés. C'est ainsi qu'on a introduit le raltegravir et le dolutegravir. Mais c'était en première intention. En seconde intention, on avait toujours d'autres alternatives. On pouvait reprendre les Kaletra ou encore le Favirenz et la Nevirapine comme molécule. Raltegravir avait montré aussi ses faiblesses, malheureusement. On pouvait donner dès la naissance, c'était un avantage, mais le raltegravir, étant un anti-intégrase, avait des avantages, comme je viens de le dire, avait une suppression virale rapide et une bonne tolérance, était actif aussi bien sur le VIH1 que sur le VIH2, était actif sur les souches résistantes aux 3 classes thérapeutiques les plus utilisées, et n'avait pas d'interaction avec la rifampicine en cas de tuberculose. Donc c'était une molécule superbe. On ne pouvait pas s'occuper de la co-infection TB-VIH, ça répondait très bien, il n'y avait pas d'interaction. Mais malheureusement, il y avait des limites. La barrière génétique du raltegravir était plus faible que celle des inhibiteurs de la protéase comme les Kaletra. Intermédiaire par rapport à celle de l'Efavirenz et de la Nevirapine. Limité chez les patients naïfs en raison de sa faible barrière génétique au développement des résistances. Donc, il y avait beaucoup plus de risques que les patients puissent développer la résistance avec le raltegravir. Et était limité aux patients pour lesquels l'utilisation des autres ARV en première ligne n'était pas possible. Et puis, la prise de raltegravir était biquotidienne. Cela posait un petit problème. Donc, on ne pouvait pas continuer avec les raltegravir, sauf dans des cas spécifiques, des cas isolés. Là, on pouvait prescrire les raltegravir. Mais il faut noter que les raltegravir était la première anti-intégrase. Lorsqu'on l'avait mise au point, c'était les saluts, ça promettait. Mais après, nous avons eu une deuxième anti-intégrase qui est les dolutegravir. Les dolutegravir, comme le montre le schéma ci-après, dans plusieurs études, le dolutegravir a montré une efficacité virologique incroyable. Si une molécule, avec les patients qui prenaient le dolutegravir, il y avait moins d'arrêt de traitement pour effet indésirable, moins de risque d'acquisition de résistance, contrairement au raltegravir, était actif contre les souches résistantes aux autres classes des ARV. On avait le même résultat chez les patients naïfs sur l'efficacité, la rapidité, la non-acquisition de résistance et la bonne tolérance. Le dolutegravir avait pour avantage d'être facile à prescrire par le prestataire, facile à administrer pour les parents
une seule dose par jour, contrairement au raltegravir qui demandait 2 doses, ou encore au Kaletra qui demandait beaucoup de comprimés ou de palettes si vous voulez. Et puis facile pour l'adhérence des enfants. On avait plusieurs formulations. Les 50 mg que nous connaissons pour les grands enfants et les adultes, mais également pour les petits enfants, on avait le 25 mg, les 10 mg et aujourd'hui on a même les 5 mg. Donc, ce sont des formulations pédiatriques en comprimés dispersibles. Et ça a un bon goût. Il existe en CDF, de dose fixed combination, c'est comment on dit en français, en comprimé, comment on dit fixed dose combination, comprimé à dose fixe, si vous voulez. Donc ça existe en TDF, donc 3TC de dolutegravir, ou en d'autres termes, tenofovir, lamivudine et dolutegravir, et ça existe aussi en dose fixe toujours, en un seul comprimé, abacavir, lamivudine et dolutegravir. Bien toléré et moins toxique, et la barrière génétique était élevée à la résistance. Donc c'est une molécule de choix. L'autre avantage, comme le montrent ces schémas de l'OMS, on pouvait administrer ou on peut administrer le produit, le dolutegravir, dès la naissance ou à partir de 3 kg déjà. Il y a des formulations qu'on peut donner aux enfants. Et avec tous ces avantages, on pense que le dolutegravir avait résolu beaucoup de problèmes, même en ce qui concerne la charge virale lorsque les patients sont correctement pris en charge. En rien de temps, on pouvait avoir une suppression de la charge virale. Donc, si nous devons suivre, depuis que nous avons commencé avec les formulations pédiatriques vers les années 2004-2006, vous allez voir qu'avec le temps, on a éliminé d'abord progressivement les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, à savoir la nevirapine et l'efavirenz. Et avec le temps, nous sommes passés au dolutegravir, abacavir et 3TC, qui est les régimes préférés de première ligne actuellement. Troisièmement, les dolutegravir plus les ARV optimisés et les régimes préférés de deuxième ligne. Même en cas d'échec, on pouvait revenir avec le dolutegravir. Dans le temps, en cas d'échec thérapeutique, on pouvait changer toutes les molécules. Mais lorsqu'on a le dolutegravir, nous avons vu sa barrière génétique, on pouvait changer les autres molécules, mais maintenir le dolutegravir. Les Kaletra également peut être utilisé si et seulement si le dolutegravir n'est pas disponible. Mais actuellement en RDC, je pense que les dolutegravir, on a les dolutegravir partout. C'est notre molécule de premier choix. Donc nous en sommes là aujourd'hui. En 2021-2022, il n'y a pas eu de changement énorme. Et ce que nous devons retenir, ce meilleur traitement n'est possible que s'il s'accompagne d'un meilleur accompagnement de l'enfant et de sa famille aux différentes phases du traitement. Donc l'accompagnement est primordial. Comment accompagner un enfant qui est sous traitement? Et là maintenant, comme nous le savons, un enfant qui a commencé le traitement précocement, il y a peu de risques que cet enfant puisse développer des infections opportunistes, à moins qu'il y ait négligence et que l'enfant échoue ou ne soit pas adhérent au traitement. Mais malgré cela, la tuberculose est toujours là. Même les immunocompétents, même les personnes infectées par le VIH peuvent développer la tuberculose. Mais la susceptibilité est beaucoup plus élevée chez une personne qui est infectée par le VIH et les enfants présentent une dysimmunité naturelle. Donc, ils peuvent développer la tuberculose même en devenant immunocompétents. C'est pourquoi les diagnostics de la tuberculose chez l'enfant, c'est pourquoi nous devons chercher la tuberculose.
Et que le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant se fait sur une association d'éléments anamnestiques, cliniques, immunologiques et radiologiques, accompagnés ou non d'une documentation bactériologique. Le problème qu'on a avec la tuberculose chez l'enfant, que ce soit les enfants infectés par le VIH ou pas, c'était l'épreuve bactériologique. C'est difficile d'avoir le spécimen. C'est ainsi qu'on contournait par d'autres astuces pour arriver à diagnostiquer la tuberculose. C'est beaucoup plus clinique. Mais même lorsqu'on recherche la preuve bactériologique, on utilisait des méthodes qui étaient souvent invasives. On demandait aux parents de laisser l'enfant à jeun de minuit jusqu'au matin pour arriver à faire le tubage gastrique. Déjà, c'est un enfant qui reste affamé, qui pleure, qui a faim, et en plus, le matin, on doit faire le tubage gastrique. Ce sont des méthodes invasives, des méthodes traumatisantes. On a également l'expectoration provoquée, ça traumatisait également les enfants, mais on pouvait également avoir des méthodes non invasives comme les crachats induits. Même avec les crachats induits, cela demande une certaine technicité. Il faudra avoir du matériel, il y a des problèmes de biosécurité et d'autres conditions qu'il fallait réunir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les méthodes ont évolué. On peut diagnostiquer la tuberculose sans traumatiser l'enfant. Aujourd'hui, nous avons, avec les crachats, on peut faire les XPR MTBRIF, si on arrive à induire de manière convenable, mais on peut également arriver à diagnostiquer la tuberculose à partir des selles de l'enfant. Et à partir des selles, on peut faire les XMTBRIF. C'est très sensible et on a eu beaucoup de cas de tuberculose confirmés à partir d'un simple examen de selles, donc d'un prélèvement de selles, et là, l'enfant n'est pas traumatisé. En dehors de cela, il y a les urines. Avec les urines, on peut faire ce qu'on appelle les TB-LAM. On peut détecter également la tuberculose avec ces différentes méthodes qui ne sont pas traumatisantes pour l'enfant. Toujours dans le cas de l'accompagnement, comme nous le savons tous, il y a un grand problème qui se pose en ce qui concerne la prise en charge des adolescents et des jeunes. C'est le problème de l'annonce du statut sérologique. Nombreux jeunes infectés par le VIH, nombreux adolescents et jeunes infectés par le VIH, certains sont à l'université aujourd'hui, ne savent même pas qu'ils sont infectés par le VIH. Pourquoi? Tout simplement, on n'arrive pas à leur dire qu'ils sont infectés. Et pourquoi on n'arrive pas? L'approche prônée, même dans les documents de l'OMS, on parle de la personne à qui l'enfant a confiance pour arriver à dire à l'enfant qu'il est infecté par le VIH. En calquant le modèle du Nord, c'est les parents qui est mieux placé. Or, la parentalité, lorsque nous comparons la parentalité au Nord et au Sud, ne se présente pas de la même façon. En essayant de calquer le modèle européen, ça n'a pas tenu chez nous. On a eu beaucoup de cas de dépression, beaucoup de cas d'abandon des traitements, et il fallait repenser, il fallait trouver une autre méthode qui soit culturellement adaptée à notre milieu. C'est ainsi que depuis 2007, nous avons beaucoup réfléchi pour améliorer la prise en charge des enfants, plutôt la non-synthèse sérologique chez les enfants. En Afrique subsaharienne, lorsqu'on regarde, la majorité des enfants ou des adolescents ne sont pas divulgués. Donc, en essayant de réfléchir, comme on est en train, comme on présente, on s'est dit, on doit innover. On tient compte du contexte socio-culturel. Maintenant, qui doit révéler à l'enfant? Les parents, comme modèle, comme nous a montré le modèle du Nord, ou d'autres personnes, d'autres acteurs. Et nous avons
penser au père éducateur en tenant compte de notre contexte culturel. Là, j'insiste. Dans notre milieu, lorsque quelqu'un a un problème, dans notre culture, lorsque quelqu'un a un problème, la personne est souvent assistée, accompagnée, appuyée par une autre personne qui avait vécu le même problème. Je donnerai un exemple. Dans les temps avec la circoncision, lorsqu'on amenait les gens en forêt, en brousse, pour la circoncision, ce sont les aînés qui ont été circoncis précédemment qui les accompagnaient également. Je donnerai un autre exemple. Lorsque une dame perd son mari, ou l'inverse, très souvent, c'est une veuve qui l'accompagne. Et elle écoute mieux la personne qui a vécu la même situation qu'une autre personne qui, elle, n'a pas vécu la même situation. Donc, nous sommes partis de là. Et je peux même aller plus loin. Nous avons même parlé du bananier. Pour ne pas revenir sur le bilingue en Mwinda, ce que le monseigneur Matombo avait fait. Le bananier est très fragile, mais il s'accompagne toujours d'autres bananiers pour le soutenir. C'est ainsi que nous avons innové en impliquant le père éducateur dans l'approche père. Le père éducateur formé pour accompagner et arriver à divulguer aux autres. Et on a innové également, au lieu que le père éducateur le fasse seul, il peut être appuyé par un prestataire ou encore par un parent ou les trois. Donc c'est un processus à 4 étapes, mais le père éducateur n'agit pas seul. Le père éducateur agit sous la supervision du prestataire. Il n'est pas un électron libre. Et tout ce que nous avons fait, nous avons documenté à la langue. Lorsqu'on a fait des analyses, on trouve même que un enfant ou un adolescent ou un jeune qui a été divulgué par un père éducateur qu'un adolescent ou jeune qui a été divulgué par un parent ou par un prestataire. La différence était statistiquement significative. Je ne parle pas des autres aspects, tels que la scolarité, etc. Donc, dans notre étude, dans nos évaluations, nous avons trouvé que l'âge avancé exposé à la dépression, plus l'adolescent grandit et plus il est exposé à la dépression post-divulgation. Donc il fallait divulguer bien à temps. Comme l'OMS l'indique, on doit arriver à annoncer avant l'âge de 12 ans, selon les indications de l'OMS. Les stades cliniques avancés exposeraient à la dépression en post-divulgation. Lorsque l'annonceur de service sérologique est un père éducateur formé, il y a 97% de chances pour que l'adolescent ne développe pas la dépression. Lorsqu'il est impliqué dans le poste de divulgation de ce VIH, le père éducateur serait un facteur protecteur de la dépression. Donc la divulgation améliore l'état mental, l'adhérence au traitement ARV, le bien-être et les relations sociales. Et elle offre un mécanisme de protection contre une initiation sexuelle précoce et un comportement sexuel à risque. Malheureusement, ça ne se voit pas. Nous avons publié un article qui relate comment le processus avec le père doit se faire. C'était là avec les données pour voir ça, mais je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Donc, c'était publié hier. Ceux qui veulent, on va leur donner le lien, ils peuvent entrer. On a décrit tous les processus. En conclusion, tenant compte des avancées scientifiques actuelles, les nouvelles infections et les décès chez les enfants et adolescents avec le VIH pourraient être réduits en rendant effectif la prévention, les dépistages et la mise sous traitement ARV des adolescents et les femmes enceintes et allaitantes affectées par le VIH,
Les dépistages précoces des nourrissons, enfants et adolescents infectés par le VIH et leur mise sous TAR, la réduction de l'écart de traitement qui existerait entre les enfants et les adultes, et également en rendant effectif la vulgarisation de l'approche PAIR dans la divulgation et l'accompagnement des enfants et adolescents avec le VIH, le développement et l'implémentation des approches communautaires adaptées et appropriées pour accompagner les enfants et adolescents, et un plaidoyer fort afin de lever les barrières structurelles qui entravent l'accès des enfants et adolescents aux services. Je terminerai par là en disant 2030, c'est demain. Maintenant, il est temps d'agir en tenant compte des différents problèmes que nous pourrions avoir en accompagnant les enfants, j'ai dit, et je vous remercie.